Allez. Bonjour à tous, bonjour Madame la Directrice. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour un entretien avec Madame Bonice Garçon, Madame le professeur Bonice Garçon, directrice de l'IEJ de la faculté de droit de l'Université de Bordeaux. Avant de commencer cet entretien, Madame la Directrice, je vais vous présenter les deux étudiants qui vont officier avec moi aujourd'hui. En premier lieu, Charlotte Ferrandon, une étudiante pénaliste à l'IEJ de Bordeaux, en préparation de l'école des avocats, et membre de l'association Actin Juris, avec le rôle de secrétaire, et mademoiselle Sabine Amia, également étudiante à l'IEJ de Bordeaux pour la préparation à l'école des avocats, publiciste, elle, et également membre de l'association Actin Juris de Bordeaux, dont elle était jusqu'à récemment vice-présidente. Sabina, je vais te transmettre la parole pour le parcours de Madame la Directrice. Bonjour. Pour vous présenter en quelques mots, après avoir fait vos études de droit à l'Université de Bordeaux, vous êtes devenu maître de conférence depuis 2001 et vous avez été reçu au concours d'agrégation en 2007. À l'Université de Bordeaux, vous y enseignez principalement la procédure civile, la procédure pénale et le droit de la peine. Vous êtes également directrice du Master 2 contentieux judiciaire depuis 2008, mais ce qui va le plus nous intéresser, c'est vos fonctions en tant que directrice d'études dans la préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats. Toutefois, après 7 ans d'exercice, vous avez désormais laissé la place à Madame Sana Chaillet-Denéré, la nouvelle directrice d'études, pour devenir directrice de l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux. Qu'est-ce qu'un institut d'études judiciaires, plus communément appelé IEJ? Pour y répondre, je vais laisser la parole à Charlotte. L'IEJ forme des étudiants à la préparation des concours et examens d'accès aux professions juridiques et judiciaires, et notamment au CRFPA, qui est l'examen d'entrée à l'école des avocats. Cette préparation offre des enseignements spécifiques avec des entraînements et des mises en situation. Il prépare aux différentes épreuves du CRFPA, c'est-à-dire au droit des obligations, à l'épreuve de procédure, à l'épreuve de spécialité choisie parmi les 11 proposées, à l'épreuve de notes de synthèse, ainsi qu'aux épreuves orales et notamment à l'épreuve d'exposé-discussion, souvent appelée grand oral. Alors je vais reprendre le micro donc pour préciser que ce sera une émission en 3 parties. Une première sur donc, la préparation de l'Institut des études judiciaires, la seconde sur l'examen lui-même, le CRFPA, et enfin la dernière sur la réforme de cet examen. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, une question plus personnelle, était de savoir s'il y avait une raison particulière pour laquelle vous étiez devenu, vous aviez peut-être voulu devenir la directrice de l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux. Merci monsieur, mademoiselle. Si je suis devenue directrice de l'IEJ de Bordeaux, ça a été en quelque sorte la conséquence de l'investissement que vous avez rappelé durant cette année en tant que directrice des études de la préparation avocale. J'ai un parcours de processualiste, je fais beaucoup de procédures, vous l'avez dit, procédure civile, procédure pénale, j'ai fait ma thèse sur ce sujet, donc le contact avec les professions judiciaires était tout naturel. Alors, je me suis investie dans le vue pédagogique d'abord dans l'IEJ et M. Simpo, qui était directeur avant moi et qui avait ainsi assuré la direction pendant 10 années, me semble-t-il, de l'IEJ, m'a tout simplement proposé d'assurer cette direction. Je l'ai fait bien volontiers pour me renouveler un petit peu dans ces fonctions-là. Cela dit, vous m'auriez posé la question il y a une dizaine d'années, je ne me voyais pas directrice de l'IEJ en particulier, je n'ai pas d'ambition particulière à cet égard. Mais je le fais de très bon cœur. C'est presque entre guillemets une place qui incite à l'ambition, puisqu'on sait que l'ancien directeur, donc M. Simpo, est devenu aujourd'hui M. le doyen Simpo. Effectivement, pour ma part, je pense que j'en resterai à la direction de l'IEJ, je ne prétends pas assurer les fonctions de doyen un jour, mais enfin, qui sait, l'avenir me dira, mais je ne pense pas. C'est une question. Alors, pour revenir à l'IEJ, quel est l'objectif de la prépa IEJ de Bordeaux? Plus précisément, quelles sont les lignes directrices qui structurent l'offre de formation que vous proposez aux étudiants? Si
qu'il faut savoir peut-être avant de répondre directement à votre question, c'est que l'IEJ de Bordeaux est l'un des plus gros IEJ de province. Après les IEJ parisiens, il compte en effet près de 700 étudiants tous les ans. Donc, il se caractérise par rapport à bien d'autres IEJ de province par le fait qu'il assure de manière la plus satisfaisante possible cette double préparation. La préparation environ des 2/3 des étudiants à l'examen d'entrée à l'école des avocats, et c'est ce qui fait aussi l'originalité de l'IEJ de Bordeaux, une préparation qui est intégralement dédiée au concours de l'ENM, avec 2 directrices des études, Mme Salah pour la préparation avocat et Mme Mergeau pour la préparation de l'ENM. Donc nous considérons que cette IEJ est comme tous les IEJ de France, il y en a 44, une formation universitaire, une formation qui relève du secteur public, qui se veut donc accueillante pour les étudiants, mais qui surtout va essayer de former au mieux aux exigences de cet examen ou de ce concours, en respectant scrupuleusement les programmes et en offrant un assez gros volume de cours d'enseignement, de mise en situation, puisque dans chacune des préparations, il y a plus de 200 heures qui sont spécifiques à chacune d'elles pour les étudiants. Vous avez à la fois une formation pour les grandes lignes directrices qui se veut théorique, avec de l'apport de connaissances, mais aussi et surtout plus pratique, avec vraiment une préparation adapter les entraînements aux écrits et aux oraux, des mises en situation, des choses finalement que les étudiants n'ont pas nécessairement eu l'occasion de voir, de rencontrer durant leur cadre première année universitaire. Alors, sauf s'il y avait des réactions, nous allons passer donc à la seconde partie sur le CRFPA, la deuxième partie. Alors, pensez-vous qu'encore aujourd'hui, les épreuves du CRFPA sont adaptées pour sélectionner les futurs avocats? Alors, surtout compte tenu du caractère purement universitaire de l'examen du CRFPA, qui est le caractère qui se retrouve également dans l'examen du CAPA, qui est à la fin de l'école d'avocat. Pensez-vous que ce caractère universitaire a une cohérence avec l'entrée dans une profession purement pratique? L'entrée dans la profession d'avocat est effectivement un long parcours pour les étudiants qui sont au minimum à bac plus 4. Lorsque ces étudiants arrivent, lorsque vous êtes arrivés à l'IEJ dans la préparation avocat, vous êtes passé une année à parfaire votre formation universitaire en vue de passer un examen. Et avec l'IEJ, d'abord, je rappellerai que l'IEJ n'est pas obligatoire. On peut très bien préparer l'examen, c'est une préparation parmi d'autres. Il existe aussi des préparations privées, mais c'est une préparation publique qui relève de la faculté du droit de Bordeaux pour ce qui nous concerne, qui donc dure une année, qui est universitaire. La majorité des enseignants sont d'ailleurs des universitaires parce que l'examen d'entrée à l'école des avocats est un examen qui repose sur un programme et un contrôle de connaissances à caractère universitaire. Je suis assez attachée à cette nature universitaire parce que nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas nous-mêmes avocats, et il y a, après ce parcours, une fois que vous avez réussi l'examen d'entrée CRFPA, une formation assurée à Bordeaux à l'école des avocats, dans une autre école des avocats de France, qui elle a précisément pour objectif d'assurer la formation professionnelle de l'avocat avec l'enseignement de déontologie. Donc il me semble que chacun a vraiment sa part et que l'IEJ fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire délivrer une formation universitaire. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à la profession, bien sûr on essaie d'ouvrir à la profession. Je suis très attachée, même si le contexte actuel est un peu difficile et que certains IEJ ne peuvent plus le faire parce qu'il y a des contraintes réglementaires en la matière. Pour l'instant j'essaie de batailler pour conserver cela, à savoir la possibilité pour les étudiants aussi de faire des stages durant leur année de préparation à l'IEJ. D'ailleurs, je voulais rebondir sur cette question. Une loi du 10 juillet 2014 est venue réglementer très drastiquement les stages pour les étudiants, notamment dans le cas où un étudiant n'a pas de diplôme qui viendrait sanctionner son année, il ne pourrait normalement pas faire de stage.
Comment avez-vous réussi à trouver une base? Parce que l'IEJ nous envoie très régulièrement des propositions de stage pour les étudiants IEJ. Comment avez-vous réussi à trouver une base pour que l'étudiant puisse, dans un contexte réglementaire et tout à fait légal, faire ce stage? La question est, j'allais dire, délicate. Pour l'instant, nous avons encore cette possibilité-là à Bordeaux, mais je ne suis pas sûre qu'elle perdure dans le temps. L'an passé, lorsqu'elle a été adoptée, cette loi, juste avant qu'elle soit adoptée, la difficulté donc, était de relever que l'IEJ de Bordeaux n'est pas une formation diplômante. Ça n'est qu'une préparation. Et donc, à ce titre, n'étant pas une formation diplômante, il est vrai qu'il n'y a normalement plus de possibilité d'effectuer un stage, puisque les stages doivent nécessairement être intégrés au programme d'une préparation diplômante. Nous avons obtenu, après un certain nombre de tractations avec l'Université de Bordeaux, une dérogation pour une année, compte tenu du fait que chacune de nos deux préparations dispensait plus de 200 heures d'enseignement. Le texte qui régissait ces stages auparavant, ou en tout cas qui était en discussion, semblait établir un double critère, celui du diplôme à la fin, ou celui du volume horaire dispensaire. Donc nous nous sommes appuyés sur cet argument-là, compte tenu du fait que nous avions plus de 200 heures de formation par an. Je ne suis pas convaincue de la légalité encore de notre dispositif, et pas plus tard que cette semaine, je m'entretenais avec le service compétent de l'Université de Bordeaux pour voir si nous allions pouvoir maintenir cette possibilité de stage. En même temps, je trouverais cette disparition des stages très regrettable pour la préparation avocat comme pour la préparation ENM, et totalement à contre-courant de ce que demandent les professionnels eux-mêmes, puisque dans le même temps, j'ai passé une convention avec la Cour d'appel de Bordeaux pour que la Cour d'appel de Bordeaux prenne très souvent, à savoir, elle compte actuellement depuis 2 mois 15 étudiants, 2 jours par semaine, 2 jours par mois, pour leur faire découvrir la profession de magistrat en vue de la réussite au concours de l'ENM, parce que s'agissant de l'ENM, il apparaît très clairement que la connaissance pratique de la profession est quelque chose qui est très valorisé lors des épreuves orales de ce concours-là. S'agissant de la préparation avocat, il me semble également évident qu'il faut connaître cette profession avant de l'intégrer. C'est le moment ou jamais de savoir si on veut se préparer et accéder à la profession qui nous intéresse. Les possibilités, là, la bataille est moins difficile à l'égard des professionnels parce qu'il y a une vraie demande des avocats, un vrai besoin et des possibilités plus simples d'obtenir des stages. C'est la situation actuelle. J'ai tout à fait conscience du fait que plein d'IEJ ne signent plus une convention de stage. Nous nous appuyons sur cet accord que nous avons signé à l'Université de Bordeaux, mais effectivement, je crois, compte tenu des textes réglementaires qui ont été pris plus récemment en décembre pour venir préciser les modalités d'application de cette loi, nous allons devoir réfléchir à la pérennisation de ce système et à la légalité aussi de nos pratiques. Nous espérons que la pratique pourra se poursuivre sous une autre tendance. Alors, Charlotte. Le 1er mars dernier, Frédéric Sicard, le bâtonnier de Paris, lors d'une interview, s'est montré favorable à réformer la profession d'avocat. Et ça pourrait notamment nous faire penser à l'émergence d'un numerus clausus qui aurait des conséquences importantes sur le CRFPA. Qu'en pensez-vous ? La question du numerus clausus est récurrente, mais pour avoir échangé avec les professionnels et notamment les membres du CNB, je ne crois pas qu'ils soient du tout à l'ordre du jour, sans compter que, bien évidemment, il faut apporter des nuances, mais mettre en place un numerus clausus pour l'accès à une profession libérale n'est quand même pas totalement aisé à réaliser, et la mise en place de ce numerus clausus pourrait se heurter à un certain nombre de dispositions européennes sur la question. Donc je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment à l'ordre du jour.
En revanche, et là ça apparaît de manière très évidente, la profession d'avocat souhaite réduire le nombre d'avocats pour l'avenir, ou tout au moins faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui arrivent dans les écoles et moins de personnes qui deviennent à l'avenir avocats, tout simplement peut-être parce que sur cette profession-là tout au moins, mais il y a une forme de saturation du tissu local, qui c'est peut-être aussi dans l'intérêt des étudiants, même si c'est difficile à dire ou à comprendre, que de s'orienter vers d'autres professions libérales, plutôt que d'avoir, je veux dire très nettement, une petite vie de misère en tant qu'avocat, avec des difficultés à avoir une clientèle, à gagner, pouvoir exercer véritablement cette profession. Ça nous ouvre une porte pour parler de la réforme de l'examen, qui sera donc notre troisième partie. Disposez-vous aujourd'hui de plus d'éléments concernant le timing sur cette réforme et sur sa date d'entrée en vigueur notamment? Malheureusement, non. Nous avons, en fin d'année 2015 et début d'année 2016, beaucoup redouté une entrée en vigueur de la réforme rapide, dans la mesure où nous avions des informations qui indiquaient une volonté de faire entrer en vigueur la réforme en 2 temps. Un premier temps qui aurait consisté dès la session de septembre 2016 à basculer sur un examen national, c'est-à-dire une épreuve unique au niveau national avec les mêmes dates et non plus une épreuve par IEJ, mais sur le programme qui est le programme actuel de l'examen CRFPA. L'objectif était ensuite, dans un second temps, donc pour l'examen de la session du 2017, de modifier le programme des épreuves. À l'heure actuelle, nous ne disposons aucune information plus précise sur la mise en œuvre de cette réforme. Donc il me semble assez peu probable qu'elle entre en vigueur, mais je suis prudente comme vous pouvez le voir parce que je n'ai ni reçu avec certitude cette information ou l'information contraire, mais il me semble que matériellement il n'est pas concevable que l'examen de septembre 2016, qui va se dérouler de septembre à décembre 2016, réponde à un schéma réformé. Nous aurions déjà dû avoir des informations si la réforme devait entrer en vigueur en septembre 2016, sans compter que nous préparons tous les IEJ, l'IEJ de Bordeaux depuis septembre 2015, d'autres IEJ qui font leur rentrée plus tard depuis janvier 2016, sur ce qui est le programme actuel et les modalités actuelles. On ne peut pas raisonnablement demander à les étudiants de se présenter à un examen qui répondra à un tout autre format que celui auquel ils se sont préparés pendant 1 an. La réforme semble être vraiment en cours de réflexion, même si les modalités concrètes, examen national, pas national, sans doute national, mais la mise en œuvre de cet examen national ne nous ont pas encore été communiquées, et surtout le programme lui-même, nombre de matières, le programme de chaque matière n'est toujours pas défini, ou en tout cas il n'y a eu aucune communication et aucun texte n'a été adopté sur ce point. Pour ce qui est de l'IEJ de Bordeaux, nous pensons donc que cette réforme est en cours, qu'elle rentrera sans doute en vigueur en septembre 2017. Moi, je me suis donné comme objectif pour le mois de mars 2016 d'essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette question pour, dès la fin du mois de mars, début avril, avec Madame Sana Chayel-Migré, commencer à travailler sur la nouvelle offre de formation que nous allons sans doute mettre en place, en tout cas commencer à réfléchir pour qu'elle soit, si besoin, opérationnelle au 1er septembre. Juste pour revenir sur cette question, est-ce qu'il y avait aujourd'hui une difficulté particulière pour que les IEJ, alors je pense qu'il y a peut-être un problème
tout à fait matériel au niveau des universités locales, mais pour que les IEJ conviennent à l'avance d'une date unique, pas forcément pour que l'examen soit unique, mais simplement que tous les étudiants de France passent par exemple l'examen du 15 au 17 septembre. Est-ce qu'il y avait une difficulté particulière que je ne verrais pas en fait? Cette réforme, elle ne s'explique pas tant par l'idée d'avoir une date unique, parce que d'une certaine manière, il y a déjà dans le texte de l'arrêté des indications sur une période de l'examen. L'examen ne peut pas démarrer avant le 15 septembre. Et ensuite, il doit nécessairement s'achever en décembre, puisque les étudiants qui ont réussi cet examen entrent à l'école des avocats au 1er janvier de l'année suivante. Donc, avec la période nécessaire d'inscription à l'école, l'examen il se déroule nécessairement entre le 15 septembre et le 15 décembre. Ensuite, ce qui va faire varier les dates, notamment les dates pour les oraux, parce que pour les écrits, finalement, quasiment tout le monde fait passer ses épreuves entre le 15 septembre et le 30 septembre. Ensuite, il y a un échelonnement pour les oraux qui va dépendre aussi pour l'admissibilité du nombre d'étudiants qui passent l'examen CRFPA. Pour Bordeaux, nous étalons cette période d'examen du 15 septembre au 1er décembre, parce que nous avons un grand nombre d'étudiants. Pour vous donner juste quelques indications chiffrées, lors de la session 2015, il y avait 464 étudiants inscrits à l'examen d'entrée CRFPA. Il n'y en avait finalement que 265 qui se sont présentés aux épreuves. J'insiste sur ce point, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, parce que c'est très important pour comprendre ce que l'on entend parfois sur les IEJ. Et finalement, sur ces 265, il y en a eu 115 qui ont été déclarés admissibles et 82 admis, soit un taux d'admission de 31% si l'on raisonne par rapport au nombre de présents à l'examen. Je disais donc, c'est pas tant la date que le caractère, une date unique, un examen national, que ce soit un sujet, un examen organisé au niveau de l'État, un petit peu comme pourrait être le baccalauréat, ou un examen qui se passerait sur des dates précises au sein des IEJ. C'est pas la date tellement qui importe, c'est la volonté et la demande qui a été faite de lutter contre des disparités entre IEJ. Et le fait qu'à l'heure actuelle, à partir des chiffres, le problème c'est que les chiffres ne sont pas toujours calculés de la même manière, il y a des taux de réussite qui sont extrêmement divers d'un IEJ à un autre, et c'est cette diversité, plus le fait de durcir l'examen pour diminuer le nombre de personnes qui accèdent à la professeure, qui justifie la réforme. Si vous me permettez, je vais préciser ma petite réserve sur les chiffres. En réalité, on voit circuler beaucoup de chiffres, mais certains sont calculés par rapport au nombre d'inscrits, par rapport au nombre de présents. Moi, je viens de vous annoncer 31% de reçus à l'examen d'entrée CRFPA session 2015 à Bordeaux. C'est 31% par rapport à 265, ce qui est finalement pas si mal, presque un tiers pour l'examen. Si on ramène cela en revanche au nombre d'inscrits à l'examen, ils étaient 464. Là, forcément, notre taux d'admission va considérablement chuter. Mais au-delà, donc la difficulté, c'est quand on compare, encore faut-il tous comparer par rapport aux mêmes chiffres, les inscrits ou les présents. Donc les présents, c'est quelque chose qui va peut-être quand même plus la réalité de cet examen, mais ces taux de réussite varient énormément. Certains IEJ sont plutôt autour de 20%, d'autres, comme les IEJ parisiens, sont près de 45-50% de réussite. Donc cette disparité, elle n'est quand même pas très très raisonnable. En tout cas, elle donne le sentiment qu'il est plus facile d'avoir son examen dans un IEJ plutôt que dans un autre. À partir du moment où l'IEJ organise lui-même l'examen, et ça crée tout un tas d'inégalités entre étudiants, tout un tas de tensions aussi entre étudiants, et on voit se développer une sorte de forum shopping à l'IEJ. Un étudiant ratant son examen à Bordeaux et allait ensuite le passer ailleurs, motif qu'il est plus facile ailleurs. Je trouve ce système-là, pour ma part, extrêmement regrettable.
discutable. En plus, il repose sur tout un tas de considérations qui ne sont pas nécessairement vérifiées. Je ne suis pas certaine que partir de l'IEJ de Bordeaux pour aller dans un autre IEJ, c'est forcément une très très bonne chose. En tout cas, bien renseigné sur ce que fait cette IEJ, parce que là aussi, il y a d'énormes disparités, notamment sur les matières auxquelles prépare chaque IEJ. Certains, comme Bordeaux, préparent quasiment à toutes les matières, d'autres ne préparent qu'aux matières fondamentales, ou qu'à certaines matières. Donc, encore faut-il bien comparer. Et puis, je suis attachée au service public et au fait que c'est une préparation pour tout un chacun. Donc il n'est pas logique qu'un étudiant bordelais, ou en tout cas girondin, ne puisse pas trouver à Bordeaux ce qui sera nécessaire à sa préparation. S'il y a une nationalisation de l'examen, est-ce qu'il serait nécessaire d'opérer aussi une uniformisation de la formation? On peut notamment penser à la généralisation des cours magistraux en amphithéâtre ou en TD et au même nombre d'examens blancs dans tous les IEJ. Votre question est très intéressante. Je ne pense pas, pour être très honnête, que l'on arrive à une parfaite uniformisation. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans, depuis que l'on a commencé à travailler sur cette réforme, il y a eu une vraie remise en cause des IEJ, de la part des IEJ eux-mêmes. C'est-à-dire que jusqu'à 2014, chaque IEJ faisait ce qu'il pouvait en fonction de ses moyens et sans réelle concertation avec les autres IEJ, même si nous avons l'habitude de nous rencontrer, puisque tous les IEJ sont rassemblés en une association des IEJ présidée par M. Proc, qui est le directeur de l'IEJ de Paris. Depuis 1 an et demi, nous travaillons déjà à un rapprochement de nos pratiques. Et nous avons un certain nombre d'idées pour l'avenir et faire en sorte d'harmoniser nos façons de faire. Je ne pense pas que nous puissions aboutir à des modalités strictement identiques partout, parce que nous ne disposons pas tous des mêmes moyens pour travailler. Qui dit 5 examens blancs ou 3 examens blancs comme nous le faisons à Bordeaux, dit un certain nombre de corrections de copies, un certain temps qui est nécessaire à la préparation. Or, à Bordeaux, nous avons la chance d'être soutenus par la faculté de droit et d'avoir quand même des moyens pour assurer un volume d'enseignement correct qui fait partie du service des enseignants de l'IEJ de Bordeaux, et ce n'est pas le cas dans toutes les facultés. Ensuite, il faut savoir aussi que ce que l'université peut financer, c'est uniquement des heures de présence des enseignants. Et donc, on ne peut pas non plus des corrections de copies, des choses comme ça, ça n'est pas... Ça fait partie de notre service et ça ne donne pas lieu à rémunération. Donc, chaque IEJ a ses pratiques parce que chaque faculté de droit ou chaque université accorde plus ou moins de moyens aux IEJ. Donc, une parfaite égalité me semble impossible de ce point de vue-là. Une parfaite harmonisation ne me semble pas possible. En revanche, des réflexions sont engagées pour harmoniser les pratiques. Et je crois que la réforme de ce point de vue-là sera utile parce que les IEJ, tout au moins, demandent qu'un certain nombre de choses soient précisées dans la réforme. Par exemple, à l'heure actuelle, la nature même des épreuves écrites n'est pas définie. Nous savons la durée de l'épreuve, nous avons le programme de l'épreuve, même si à bien des égards il doit être repris parce que ce programme a été défini il y a déjà longtemps et du point de vue le droit évoluant, certains points doivent être aujourd'hui précisés pour savoir s'ils font partie ou pas du programme de révision, mais nous ne savons pas, par exemple, si cette épreuve est nécessairement un cas pratique ou un commentaire d'arrêt. Ça, il serait sans doute nécessaire que ce soit inscrit dans le texte. C'est ce que demandent actuellement les IEJ pour précisément que chaque IEJ se conforme à l'arrêté et que chaque IEJ pose le même type de sujet. Si le texte, il y a une demande de notre part que ces précisions soient apportées dans le texte à venir, si ça n'est pas le cas, ou si nous devions continuer à travailler sur le texte actuel, l'arrêté de 2013,
1993, nous souhaitons harmoniser nos pratiques. Donc, les IUJ pourraient décider de faire passer l'épreuve sous forme de cas pratique ou de commentaires d'arrêt, par exemple. Nous avons également engagé une réflexion qui consisterait à mutualiser nos moyens. Je le disais tout à l'heure, les IUJ sont de taille très différentes et à Bordeaux, nous avons la chance d'être une grosse université et d'avoir des spécialistes de quasiment toutes les matières. Au programme de l'examen d'entrée CRFPA, ça n'est pas le cas de toutes les universités. Et sur certaines matières, nous gagnerions également à Bordeaux à faire appel à des spécialistes d'autres universités sur certaines matières. Nous savons aussi pertinemment, parce que nous subissons cette concurrence, que les préparations privées qui ont place, et je ne conteste pas, sont souvent présentées comme un point fort par rapport aux IUJ, à savoir qu'elles fournissent des supports documentaires, des supports d'actualisation du cours aux étudiants. Et très souvent, on a des étudiants qui vont, en quelque sorte, s'inscrire à ces préparations pour avoir ces supports qui vont leur permettre de réviser de manière plus efficace ou plus facile qu'à partir de leur cours ou d'un manuel. Nous sommes en train de réfléchir au sein des IUJ à une mutualisation de nos moyens pour pouvoir, par exemple, faire en sorte qu'un enseignant parisien, un spécialiste de droit des obligations, qui met en place pour sa préparation IUJ à Paris des supports documentaires, puisse diffuser ces supports documentaires aux étudiants inscrits dans un autre IUJ, à charge pour l'IUJ par exemple de Bordeaux, qui aurait un très bon enseignant en droit commercial avec un très bon support documentaire, de mettre aussi à disposition des étudiants des autres IUJ ce support complémentaire, ce support documentaire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler avec les outils de notre temps. Nous pouvons matérialiser un certain nombre de choses, travailler avec des plateformes. Nous le faisons déjà à Bordeaux avec la plateforme Moodle, une plateforme où on peut déposer tout un tas de supports. L'idée serait sans doute ainsi de mutualiser nos efforts et donc du coup nécessairement d'harmoniser aussi nos pratiques. Un petit peu sur le mode de l'UNJF en fait, de l'université numérique qui permet, avec des professeurs de Rennes, de Paris, de Bordeaux, de faire une plateforme pour les étudiants. Je crois qu'elle va se porter en Erasmus pour qu'ils puissent suivre. Ce sera effectivement. Alors, vous y avez en partie répondu, en sachant que vous nous expliquiez que vous n'aviez pas forcément de réponse, mais l'une des grandes interrogations et incompréhensions des étudiants qui préparent le CRFPA porte sur la réduction drastique annoncée du nombre de spécialités possibles, c'est-à-dire de 11 aujourd'hui, 7 en droit privé, 4 en droit public, à 3, donc le droit pénal, le droit civil et le droit administratif, qui malheureusement n'ont pas de programme défini pour l'instant, surtout en droit civil, tant à l'écrit qu'à l'oral, a priori, alors que la profession d'avocat nécessite aujourd'hui, à notre sens, une réelle spécialisation de ses membres et un renouvellement des marchés dans un contexte économique difficile. Et n'aurait-il pas été plus judicieux, peut-être, pas forcément d'augmenter, mais de renouveler les spécialités possibles en intégrant des nouveaux marchés entre guillemets du droit, comme par exemple les propriétés intellectuelles? Je vais reprendre et revenir sur ce que vous venez de présenter, puisque finalement la réforme qui a été annoncée, alors qui est très mal définie à l'heure actuelle, je ne trouve pas d'incertitude, mais serait sans doute peut-être conduirait sans doute à une réduction peut-être plus drastique que celle que vous venez d'annoncer. Parce qu'il y a effectivement une réduction du nombre des matières dites de spécialité pour l'épreuve écrite, mais il y aurait tout simplement une suppression de ces épreuves de spécialité pour l'oral, pour dire tant à l'écrit qu'à l'oral. Pour rappeler peut-être de manière générale le schéma actuel et le schéma envisagé, actuellement les épreuves écrites sont au nombre de 4, puisque l'étudiant passe une épreuve de note de synthèse, nécessairement, une épreuve de droit des obligations et de procédure, nécessairement,
et une épreuve, c'est 3 pardon, pas 4, et une épreuve de spécialité qu'il choisit, une épreuve de 3 heures, qui est choisie parmi une liste de matières comportant à l'heure actuelle 11 choix possibles, avec des matières aussi diverses que le droit pénal, le droit des personnes de la famille, le droit patrimonial, le droit commercial, le droit administratif, le droit public des activités économiques ou le droit communautaire. Parmi, donc ça, ce sont les épreuves d'admissibilité. Puis viennent ensuite les épreuves d'admission. Parmi ces épreuves d'admission, il y a actuellement l'épreuve de langue, le fameux grand oral. Il y a également une matière parmi les 11 matières autres que celles choisies pour l'épreuve écrite, et il y a ce qu'on appelle les petits oraux techniques, des matières dont on peut se faire dispenser, mais qui sont au nombre d'une ou deux, selon qu'on a obtenu ou pas une dispense, à savoir comptabilité privée, finances publiques, et procédure civile d'exécution ou procédure communautaire. Le projet conduirait effectivement à une réduction des matières. Réduction des matières d'écrit. Alors là, ça n'est pas le nombre de matières, ça n'est pas le nombre d'épreuves qui diminue, il resterait à l'identique. En revanche, c'est les choix offerts à l'étudiant qui diminuent. Et là, vous avez tout à fait raison de dire que pour l'épreuve de spécialité, il n'y aurait plus 11 matières, mais sans doute 3 matières. Le contenu de ces 3 matières n'est pas encore clairement identifié. Effectivement, il y a une volonté de revenir à des fondamentaux, à supprimer la disparité actuelle des matières et sans doute envisager le droit pénal, le droit civil, le droit administratif. Sans doute aussi en opérant un tâche avec les matières de procédure. Ainsi, ce ne serait pas une épreuve de droit pénal qui serait passée, mais une épreuve de droit pénal et de procédure pénale. Une épreuve de droit civil et de procédure civile. En même temps, a été aussi proposé, et à ma connaissance, aucune décision n'a été prise, de coupler la procédure civile et les procédures civiles d'exécution. Également, le droit administratif et la procédure administrative. Donc là, on reste sur des champs disciplinaires qui sont extrêmement larges, mais qui pourraient permettre, malgré tout, d'englober des matières actuelles. Par exemple, qu'est-ce que le droit civil? Le droit civil, c'est le droit des personnes et de la famille, mais c'est également le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des contrats spéciaux, le droit des obligations. Alors on a le sentiment que le droit des obligations restera la matière phare pour une épreuve comme elle est à l'heure actuelle, elle resterait. Et qu'est-ce qu'on met ensuite dans le droit civil par ailleurs? Est-ce que l'on met tout le reste du droit civil ou est-ce qu'on définit plus précisément? Ça, il faudra peut-être se le prévoir. Donc réduction du nombre de matières, c'est vrai pour les épreuves écrites et pour les oraux, alors réduction beaucoup plus drastique encore, puisque il ne resterait plus que le grand oral et une épreuve de langue. Il n'y aurait plus les petits oraux techniques, et il n'y aurait plus la matière de spécialité passée à l'oral. Alors qu'est-ce que moi je pense de tout cela au regard de ce que vous disiez? Il y a besoin aussi de spécialistes. Il semble que l'objectif de cet examen d'entrée est de faire une sélection d'une certaine manière. Je sais que le terme est un peu tabou, mais de faire une sélection parmi les bons juristes et les moins bons juristes. Or, cette sélection, elle peut se faire à partir des matières fondamentales. J'allais dire, un bon juriste va maîtriser les fondamentaux et il saura nécessairement, parce que soit il a acquis ce bagage durant ses années universitaires, se débrouiller sur des matières beaucoup plus techniques, soit parce que de toute façon il a cette manière de raisonner, son bagage de juriste généraliste, il saura s'adapter à n'importe quel contentieux, y compris un contentieux très technique. Ça demandera évidemment du travail, un investissement, mais il saura s'adapter. En revanche, le mauvais juriste, quand bien même il maîtriserait les petites règles techniques, ne saura pas, lui, s'adapter à d'autres contentieux. Or, et surtout dans notre contexte local, il faut quand même bien avoir à l'esprit que
rares sont les avocats, surtout en tout début de carrière, qui vont ne faire que de la contrefaçon ou de la propriété littéraire et artistique dans le domaine vitivinicole. Dieu sait que c'est important dans notre secteur, mais malgré tout, ça peut être une part importante de l'activité. Mais cet avocat-là, il va aussi faire peut-être un peu de pénal, il va faire un peu de divorce, il fera nécessairement un peu de droit du travail. Donc, pour ma part, la réduction du nombre des matières ne me semble pas poser problème par rapport à un besoin nécessaire d'avocats spécialisés dans certains domaines. Soit cette spécialité, les étudiants l'ont, ils la mettent entre parenthèses durant leur année de formation, ils la valoriseront ensuite quand ils vont devenir avocats, soit ils ne l'ont pas et ils l'acquéreront plus tard au travers de leur pratique professionnelle. Il est tout à fait possible de devenir avocat spécialisé dans tel domaine au cours de son exercice professionnel. Et ce que la profession recrute, ce ne sont pas des avocats spécialisés, ce sont des avocats d'abord. Donc des personnes qui sont capables, de par leur connaissance, mais aussi de par leur mode d'expression, d'embrasser la profession dans son ensemble. Donc ça ne me semble pas si choquant que cela. J'avoue que nous pouvons largement, via ces quelques matières, ces quelques épreuves, même plus réduites qu'à l'heure actuelle, apprécier le niveau global de l'étudiant. En tant que directrice de l'IEJ, je ne vous cache pas également qu'il serait beaucoup plus facile d'organiser une préparation sur 3 matières, 4 matières que sur 11 matières comme à l'heure actuelle. Je crois que notre préparation gagnerait également à se concentrer sur plus de matières parce que clairement on n'a pas à demander de réduire pas plus que dans l'université, de réduire le coût de formation. Autrement dit, si à l'heure actuelle je dépense des heures pour préparer les étudiants sur 11 matières, je vais récupérer ces heures pour les préparer sur les 3 ou 4 matières restantes, ce qui veut dire concrètement que vous devrez parvenir à mieux préparer les étudiants sur ces 3 matières. Au lieu d'avoir, 50 heures de cours dans chacune de ces matières, on pourrait envisager qu'ils en aient 70, 80, 100, bref, concentrer nos moyens sur ces matières-là et donc du coup préparer aussi peut-être de meilleurs juristes. Alors, je vais rebondir sur la réforme au niveau de l'oral. Comme vous l'avez dit, cette épreuve d'oral ne serait plus composée que du grand oral et de l'anglais. Ne craignez-vous pas alors de voir le nombre d'étudiants chuter dans les EDF? De manière évidente, c'est sur ces épreuves orales que tout va se jouer. Pour avoir présidé cette année l'examen d'entrée, pour avoir fait ce constat, je crois que tout président a fait ce constat, l'épreuve de grand oral est assez redoutable et beaucoup d'étudiants finalement arrivent malgré tout à réussir l'examen d'entrée parce qu'ils compensent grâce aux autres matières. En supprimant ces autres matières, la compensation ne sera plus possible et dès lors, effectivement, le tri s'effectuera à partir de la note de grand oral parce que la note de langue sera affectée d'un coefficient. Enfin, la note de langue, sera affectée d'un coefficient qui ne permettrait pas de compenser une très mauvaise note au grand oral. Je vais être très honnête, je crois que c'est une volonté de la profession, mais aussi que d'attacher davantage d'importance à cette épreuve de grand oral. Il faut se rappeler que la profession d'avocat comporte certains volets écrits et un volet oral important. Certains d'entre nous seront appelés à plaider, puis notamment aux assises. Il faut aussi avoir des qualités d'élocution qui sont appréciées lors de l'oral, une capacité également à échanger un peu sur tout sujet, à avoir une ouverture d'esprit qui fait que lorsque l'on croise des confrères à la maison des avocats ou dans les couloirs du palais, on puisse évoquer tout un tas de questions d'actualité, de vie locale. Donc il faut aussi apprécier l'ouverture d'esprit au-delà des matières purement juridiques des futurs avocats. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, à savoir que ce sera plus compliqué pour l'oral. Je pense que là, nous n'avons je n'ai pas eu le temps pour l'instant, l'étude est en cours
je n'ai pas encore les conclusions, voir quel aurait été, au regard des notes obtenues par les étudiants lors de la session 2015, le nombre de personnes qui auraient réussi si l'on avait pris en considération que leurs notes de langue et de grand oral, mais je pense, voilà, je n'ai pas précisément ces chiffres, mais je crois sans me tromper, pouvoir dire que ce nombre serait inférieur au nombre d'admis cette année, à savoir 82, à mon avis, on peut enlever une vingtaine de personnes. Donc, effectivement, ça va durcir la réussite encore à cet examen. Juste une précision par rapport à ce que vous venez d'évoquer. S'agissant de l'épreuve de langue, là aussi, les choses ne sont pas fixées, rien n'est fixé de toute façon, s'agissant de cette réforme, mais à une époque, il a été question de faire passer une épreuve d'anglais. Je crois qu'on est sorti de cette logique-là en prévoyant une épreuve de langue parmi une liste de langues. L'anglais est certes important, mais pourquoi réduire à l'anglais et uniquement à l'anglais? Il y a aussi nécessairement une place à l'espagnol, une place à l'allemand, qui sont des matières également enseignées à l'université. La crainte serait, si on ne prévoit qu'une épreuve d'anglais, que finalement, dès la deuxième année, les étudiants ne prennent plus que l'anglais, et donc on va être amené à fermer des filières en langue, en espagnol, en allemand, alors que l'on sait très bien que ces filières sont très importantes, très intéressantes, qu'à Bordeaux, on a tendance à les développer et qu'on y forme de très bons étudiants. Donc il y aura nécessairement là aussi une réduction du nombre des langues, puisqu'à l'heure actuelle, on peut passer toute langue, quelle qu'elle soit. Ce qui peut conduire chaque année à tout un tas de difficultés en termes d'organisation, puisque au dernier moment, alors que l'on a les résultats d'admissibilité, on découvre que parmi nos admissibles, il y a un étudiant qui veut passer du portugais, qui veut passer de l'hébreu, du japonais, du chinois, du russe, et il faut partir à la recherche de l'enseignant qui pourra évaluer cet étudiant. Alors, à Bordeaux, on a finalement un public pas si diversifié que cela, ce qui fait qu'on fait appel à 2, 3, 4 enseignants sur des langues un peu moins répandues, mais dans les IUJ parisiens, c'est une complication extrême, sans compter que ça ne permet pas de révéler un niveau particulier, une aptitude particulière. Un étudiant qui passe le portugais, on est à Bordeaux, c'est tout simplement un étudiant qui est portugais, qui a la double nationalité, ou qui a vécu des années au Portugal ou au Brésil. Donc finalement, ce potentiel-là, il aura l'occasion d'utiliser, de faire valoir à un moment ou à un autre. Donc là aussi, il y aurait une réduction des matières, mais je crois qu'aujourd'hui, il est quasiment acté qu'on n'en restera pas qu'à l'anglais. Et qu'il faut quand même préserver au moins les matières que l'on enseigne dans nos écoles, dans les collèges et lycées. Par rapport à ça, est-ce que vous avez un souvenir d'une langue, quand vous avez vu la langue que vous voulez passer l'étudiant, vous avez dit où est-ce que je vais trouver une personne qui parle peut-être? Alors, je vous le disais, à Bordeaux, finalement, on n'a pas tant de disparité que cela. Hein. On nous a demandé de l'arabe, du portugais, du russe, du chinois. Plus souvent, les langues les plus fréquemment demandées. À chaque fois, et quelle que soit la langue, hein, y compris pour du chinois, du japonais, la question se pose parce que autant au sein de l'université de Bordeaux, on a des spécialistes sur certaines matières, il faut quand même partir les chercher à Bordeaux 3. Ce sont des collègues que l'on ne connaît pas, mais les contacts établis entre les universités font qu'on arrive toujours à trouver. Mais je ne vous cache pas qu'il y a toujours un instant de crainte. Est-ce que je vais trouver le spécialiste? On n'a pas le choix. Alors le trouver, c'est possible, mais après il y a le calendrier aussi. Il faut qu'il soit disponible, sur la période considérée. Mais pour la période est quand même assez longue. Sur le mois de novembre, on arrive bien à trouver quelqu'un qui va dégager 1 heure ou 2 pour venir faire cette interrogation orale. Après, la difficulté également, c'est en termes d'égalité entre les candidats, parce que
cet enseignant qui vient pour une matière, il n'a forcément pas le même recul sur l'enseignement juridique que les enseignants sur des matières plus classiques, telles que l'anglais, l'espagnol également, qui sont des matières qui sont enseignées à la faculté de droit, enfin dans le département langue, et qui donnent lieu à des interrogations en anglais juridique, en espagnol juridique, sur ces matières-là. L'enseignant fait en sorte également de poser des sujets qui sont en lien avec des questions juridiques, mais ça n'est quand même pas si évident que cela. Pour conclure, je voulais aborder une dernière question. Quelle pourrait être la conséquence de la nationalisation d'examen pour les petits IEJ de Provence? Alors, je ne parle pas bien entendu de l'IEJ de Bordeaux, mais des IEJ dont les universités peinent déjà à promouvoir des parcours innovants et attractifs pour conserver leurs effectifs. On peut notamment penser à des universités qui n'ont pas très peu de Master 1, qui n'ont pas forcément beaucoup de Master 2, et qui, grâce à leur IEJ, conservent quand même une certaine attractivité, une certaine visibilité sur la carte. C'est une des craintes de cette réforme pour les petits IEJ. Vous l'avez très bien résumé, dans les petites universités. C'est parce qu'il y a un IEJ que l'on arrive à garder des étudiants en M3, en M1, et donc du coup, si l'IEJ n'existait plus parce que l'examen est national, on pourrait craindre que petit à petit ces IEJ se meurent parce qu'il n'y aurait plus d'étudiants en Master 1 et peut-être moins en M3. C'est quelque chose qui n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est évident et que nous percevons très bien à l'IEJ de Bordeaux, concernant non pas l'examen d'entrée CRFPA, mais le concours ENM. Nous voyons très bien que parce qu'il y a l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, l'IEJ de Bordeaux attire des étudiants d'un peu partout en France, parce qu'ils estiment, compte tenu de cette proximité, qu'ils seront mieux préparés à Bordeaux, ou en tout cas qu'ils pourront être en contact avec des personnes qui ont déjà intégré l'École nationale de la magistrature, ils se rapprochent de ce qui sera leur formation future. Ensuite, cette crainte, elle a sa raison d'être si l'examen devient pleinement national. Je crois qu'il y a deux manières de concevoir cette nationalisation de l'examen. Soit on fait un examen vraiment national, c'est-à-dire que l'État se donne les moyens d'organiser cet examen à la manière d'autres épreuves, c'est-à-dire un sujet unique, des centres d'examen qui seraient définis, mais qui ne correspondraient pas au périmètre actuel des IEJ, un centre d'examen pour tout le Grand Sud-Ouest, pour toute la nouvelle région. Dans ce cas-là, effectivement, on peut craindre que, si je raisonne par rapport à notre région, l'IEJ de Bordeaux devienne très attractif et que les autres IEJ, l'IEJ de Pau, l'IEJ de Limoges, n'en viennent à fermer. Évidemment, cela, les IEJ, les directeurs d'IEJ le redoutent. Aussi, nous avons proposé une autre solution, mais qui ne semble pas être vraiment retenue, qui consisterait à dire, oui, on travaille sur un sujet commun, avec des dates communes, mais les IEJ demeurent centre d'examen. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons concrètement passer l'examen. Parce qu'il y a l'examen oral, où effectivement, on peut imaginer qu'au niveau national, on imprime des sujets, et comme sur le modèle du baccalauréat, on diffuse partout en France, dans les centres d'examen, ces sujets. Et ensuite, pour les épreuves orales, où se passent ces épreuves orales? Est-ce qu'elles se font? Où prend-on les enseignants qui vont faire passer ces épreuves orales? C'est d'être un équilibre à trouver entre tout nationaliser ou au contraire rester dans le périmètre des IEJ, permettre aux IEJ, parce que même si les IEJ sont quand même un rassemblement de forces vives, de moyens matériels, humains pour faire passer cet examen-là, ça peut être aussi un moyen de préserver les petits IEJ. Si le programme était mieux défini, si nous avions harmonisé nos pratiques, si une
forme de convergence était faite, je pense qu'il y aurait une meilleure évaluation des étudiants, moins de disparité, alors même que les IUJ continueraient à faire passer l'examen. Et donc, du coup, on lutterait contre ce risque de fermeture des petits IUJ. Donc, c'est peut-être excessif. Le risque existe. Je voulais poser une nouvelle question. Donc, après cette réforme, où pensez-vous que nos copies seront corrigées? Est-ce que ce sera toujours l'IEJ de Bordeaux ou bien est-ce que nos copies partiront à Paris, à Limoges, partout en France? Ça fait partie des éléments en discussion. Si le sujet devient national, on peut très bien imaginer d'établir au niveau national un corrigé unique qui serait diffusé dans les IUJ avec donc, du coup, les membres du jury issus des IUJ qui corrigeraient à partir de ce barème national les épreuves. Ce système-là aurait quand même l'avantage d'éviter la circulation des copies. Parce que le système inverse consisterait à centraliser quelque part une copie ou à faire circuler une copie est un système qui quand même présente d'énormes risques et qui va avoir un coût considérable. Faire circuler des copies, ça suppose quand même de faire circuler de manière extrêmement sécurisée. Et ça va avoir un coût que l'on a du mal à évaluer, qui a été malgré tout évalué, qui est colossal. Je ne suis pas sûre que l'État et la France aient les moyens d'investir sur des choses de ce type. On a d'autant plus, je veux dire, de recul par rapport à ces questions-là que l'on peut comparer avec le concours ENM et toutes les précautions qui sont prises par l'ENM pour faire en sorte que les copies circulent certes, mais de manière sécurisée. C'est là aussi un coût global et un coût important. Donc, faut-il prendre ce risque-là? Il y a tout un tas d'enjeux. Faire circuler. A été émis l'idée de faire circuler des copies, c'est-à-dire de faire passer par exemple à l'IUJ de Bordeaux des épreuves et d'envoyer les copies dans un autre IUJ de taille équivalente, pourquoi pas l'IUJ d'Aix-Marseille, pour la première correction, puis ensuite les envoyer vers un autre IUJ, je ne sais pas lequel, peu importe, pour la double correction. Et là, moi, je me pose une question, on délibère où? On délibère à Bordeaux, avec qui? On n'a aucun des correcteurs pour assurer les délibérations. C'est quand même extrêmement compliqué. Moi, je vais poser une toute dernière question. Vous nous avez parlé de l'importance du grand oral, une importance qui pourrait être renforcée par la réforme. Vous avez été vous-même présidente du jury du grand oral pour l'examen 2015. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux étudiants qui préparent le grand oral, qui vont être amenés à le préparer dans les mois qui vont venir, pour arriver, si, et on leur souhaite, ils sont au grand oral, dans les meilleures conditions possibles? Je n'ai pas le même recul que tout un tas d'autres présidents du jury CRFPA dans la mesure où, comme vous venez de le dire, je n'ai assuré cette fonction que pour la session 2015. C'était une volonté de ma part dans la mesure où, comme cela a été dit au tout début de l'entretien, j'ai assuré pendant longtemps la direction des études de la préparation UDA et donc je ne voulais pas être jugée partie. Je refusais donc d'assurer la présidence de ce jury. Là, en prenant les fonctions de directrice de l'IEJ, j'ai pris du recul par rapport à la préparation avocat. Je n'enseigne plus dans la préparation avocat, j'y reviendrai sans doute, mais après avoir longtemps enseigné la procédure civile, je n'ai plus enseigné depuis 2 ans dans la préparation avocat, d'où l'exercice de ces fonctions de président de jury en 2015. Ce qui me semble vraiment important à dire pour les futurs étudiants, pour les étudiants qui passeront cet examen, c'est qu'il faut se préparer. Se préparer à cette épreuve tout en ayant conscience que la forme est quasiment tout aussi importante que le fond. Moi, j'étais extrêmement surprise que des étudiants, sur un sujet, on va dire, assez simple, sur lequel tous avaient travaillé. Il n'y a sans doute pas de sujet simple dans les conditions de l'épreuve, on est toujours très stressé, tout sujet est difficile. Et mettons, si on prend 2 ou 3 étudiants qui ont révisé cette question-là, qui ont les mêmes connaissances de fond,
Certains s'en sortent très bien à l'oral, d'autres pas, surtout parce que certains sont capables de mettre en avant encore une méthode, la méthode qu'ils ont appris pour les épreuves écrites, alors que d'autres, stressés par l'épreuve, mal préparées, l'oublient complètement. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que le grand oral, c'est effectivement une épreuve qui comprend un exposé et un échange. S'agissant de l'exposé, il faut donner des informations, mais il faut les donner de manière compréhensible, accessible. Et pour cela, il faut respecter scrupuleusement la méthode que l'on vous a enseignée, par exemple, ni plus ni moins que la méthode de la dissertation. Faire un exposé oral de 8 minutes, ça n'est ni plus ni moins que faire une introduction qui doit comporter un certain nombre d'éléments, des éléments classiques. Je définis les termes du sujet, j'exclus certaines matières et je m'en explique, j'envisage les intérêts du sujet, j'ai une problématique, j'annonce un plan. Ça, il faut le respecter également à l'oral, et j'ai été vraiment très surprise de voir des introductions ramenées à leur plus simple élément, appareil, qui dure 1 minute. Une introduction d'1 minute, c'est le moyen de passer complètement à côté de son sujet parce qu'on a mal déterminé les thèmes, le champ d'investigation. Du coup, les développements font rarement 9 minutes et donc les exposés sont terminés au bout de 5 minutes. Cela signifie donc qu'il y aura 5 minutes de plus pour les membres du jury pour interroger ensuite les étudiants. Et là, l'épreuve des questions-réponses peut être redoutable à ce niveau-là. Donc, ne pas perdre de vue la méthode et faire cet effort-là d'exploiter au maximum son temps d'exposé et de faire une vraie introduction. Sur cette partie exposée également, bien comprendre, ça me semble important à dire, qu'il s'agit d'un grand oral et pas d'une épreuve classique de contrôle de connaissances. Donc il ne s'agit pas de traiter d'une question technique qui aura été abordée dans un arrêt, mais d'interroger cette question technique au regard des droits fondamentaux. Donc il faut problématiser au regard des droits fondamentaux. Certains oublient de le faire on peut très bien poser un sujet de droit du travail, mais l'objectif ce n'est pas d'évaluer les performances du candidat en droit du travail, c'est de voir les problématiques que cette question de droit du travail pose au regard de l'égalité, au regard de la liberté d'entreprendre, etc. Du droit à la santé, bref, au regard des droits et libertés fondamentaux. S'agissant ensuite, donc ça c'est ces conseils que je donnerai pour la partie exposée. Pour la partie ensuite discussion, échange avec les membres du jury, c'est l'échange que l'on recherche, c'est la discussion. Donc il faut se montrer ouvert, prendre le temps de répondre, et surtout ne pas répondre par oui ou par non. C'est pas le but. Là, avec une réponse par oui ou par non, on ferme la discussion. Donc, venir argumenter, montrer qu'on est capable de défendre une position, même si manifestement notre position est radicalement différente de celle du membre du jury. Ce n'est pas du tout ce que l'on recherche. Ce que l'on veut, c'est que la personne soit capable d'argumenter, même sur des idées qui sont tout à fait différentes des nôtres. Et même, pour avoir siégé avec certains membres du jury cette année, le fait de sentir l'opposition face à nous était quelque chose qui était valorisé parce que l'on voulait d'une certaine manière aussi un peu tester le candidat sur sa capacité à argumenter. Donc, voilà, être ouvert à l'échange, à la discussion, ne pas hésiter à prendre des positions à partir du moment où on est capable de défendre, d'argumenter sa position, éventuellement aussi, il ne faut pas se cacher, de la nuancer si tout d'un coup on découvre qu'on est passé complètement à côté d'une considération, et donc être capable de nuancer, de discuter. Je vous remercie, Madame la Directrice. Plus d'autres questions, nous allons clôturer là notre entretien. Encore merci de nous avoir reçus et j'espère que l'avenir vous permettra de continuer encore longtemps d'être une directrice de biologie de Bordeaux. Je vous remercie.